Bonjour à vous trois. Donc nous allons évoquer cette thématique des nouveaux risques et des nouveaux droits avec vous trois qui avez un regard très intéressant et expert à nous apporter sur cette thématique. Alors bonjour Jérôme Giusti, vous êtes avocat spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et en droit des nouvelles technologies de l'informatique et de la communication. Par ailleurs, en à côté comme ça, vous êtes président de droit d'urgence et également arbitre pour des entrepreneurs en litige. Bonjour, donc Lucille Brandy-Sommerer, vous êtes avocate de droit du travail, vous êtes conseil des acteurs de l'entreprise et du dialogue social. On va beaucoup évoquer cette partie-là, ce volet du droit social avec vous. Et puis Étienne Desoulières, bonjour. Vous êtes avocat en propriété intellectuelle et en nouvelles technologies, également enseignant en propriété intellectuelle à l'université Paris 2 Assas, et également arbitre dans le droit de l'arbitrage. Vous travaillez là sur cette thématique. Donc on va faire quelque chose d'assez original en plus. Vous savez qu'on va voir le numéro qui s'affiche à l'écran. On a mis en place un système interactif pour du vote, pour des questions, et vous allez pouvoir voter sur les différentes questions qu'on va vous poser tout au long de cette table ronde. Le numéro s'affiche 06 06 88 44 00. Vous composez ce numéro et puis vous envoyez. Vous aurez oui, non. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez taper 1, 2 ou 3. Ça permettra d'avoir votre avis et votre retour sur ce qu'on va évoquer sur scène. On va commencer avec vous, Jérôme. Puisqu'on est sur ce plateau du live pour évoquer demain, pour faire un peu de prospective, on va évoquer une thématique, un secteur qui est en plein développement, qui est la blockchain, et qui pose bien sûr beaucoup de questions sur la sécurité, sur les applications qu'on peut en avoir. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez rappeler à tous les visiteurs, ici le public, qu'est-ce que c'est la blockchain concrètement ? Alors, bonjour à tous. La blockchain, c'est une base de données mondiale qui permet la passation, l'enregistrement et la certification de transactions, notamment financières. Un des exemples de la blockchain, c'est le Bitcoin, par exemple. Le Bitcoin fonctionne grâce à une blockchain. Je l'expliquerai peut-être. Vous me donnez maintenant la parole en fait, Oui, bien sûr. On y va, on rentre dans le vif du sujet direct. Ouais. La blockchain permet donc d'enregistrer des transactions entre des individus et entre ordinateurs. C'est un processus décentralisé, sans intermédiaire. Et ça ouvre des perspectives fondamentales en droit, puisqu'il serait aujourd'hui possible, via des smart contracts, de permettre l'exécution automatique de transactions. Ce qui veut dire que la blockchain, via des smart contracts, permettrait, grâce à des fonctions préprogrammées, d'auto-exécuter entre les gens des obligations contractuelles. On est donc loin du contrat tel qu'on l'imagine encore actuellement, c'est-à-dire un contrat écrit à la main par un juriste ou un avocat. Là, ça serait le robot, la machine, qui écrirait le contrat dans un langage informatique. On n'est plus du tout en langage naturel. Et ça serait la machine qui exécuterait à la place de l'humain l'obligation contractuelle, puisque l'une des grandes forces ou faiblesses des smart contracts, c'est une fois que le logiciel est lancé, que le smart contract est programmé, il s'auto-exécute automatiquement et plus rien ne l'arrête. Et du coup, ce qui veut dire que vous comprenez que la programmation est importante à ce stade-là, puisque c'est un contrat qui va s'auto-exécuter dans l'avenir. Alors, je vous propose de vous transporter en 2030 et de considérer que l'ensemble des opérations du quotidien sont dorénavant passées sur la blockchain. Votre salaire va être auto-exécuté et réglé via la blockchain. Votre contrat de travail est un smart contract. Vos loyers peuvent être réglés peuvent être exécutés via la blockchain. Vos allocations familiales peuvent être payées via la blockchain. Les assurances aussi. Les assurances, les retraites. Voilà. Donc on serait dans un monde idéal où il y aurait dans la vie quotidienne exécution via la blockchain de smart contracts.
tout va très bien, on n'a plus besoin de signer de contrat à la main, de se poser la question de savoir s'il faut payer son loyer à quelle date, puisque le smart contract payerait automatiquement à votre place votre loyer à la bonne date. Et puis, tout va bien jusqu'à ce qu'un hacker vienne pirater cette belle société smart contractée et détourne de l'argent en masse. Les loyers ne sont plus payés puisque détournés, les retraites, les salaires ne sont plus payés puisque détournés. Voilà le comble de l'horrible dans un monde virtuel dont la société serait fondée sur le smart contract. Alors c'est de l'imagination, de quelque chose du droit fiction. De la prospective, bien sûr. De la prospective, quoique, puisque il y a une blockchain qui s'appelle Ethereum, qui a pour vocation, et qui fonctionne d'ores et déjà, c'est quelque chose d'expérimental, mais on va un peu plus loin que l'expérimentation, et qui déjà promeut l'utilisation de smart contracts de façon assez, générale. Et il y a une communauté qui a créé entre différents usagers de cette blockchain Ethereum, un fonds d'investissement décentralisé, donc des gens qui décident via des smart contracts de mettre de l'argent pour aller ensuite investir dans des sociétés de l'Internet. Et ce cas est réel, il est arrivé en juin 2016. Il y a un hacker qui a détourné près de 60 millions de dollars à partir de cette fonction dont l'objet était de programmer l'organisation d'un fonds d'investissement virtuel. Le fonds d'investissement avait recueilli 12 millions d'Ethers et ce hacker, en détournant une fonction du smart contract, a détourné près de 50 millions de dollars, c'est-à-dire la conversion des Ethers en dollars. Branle-bas de combat, comment a-t-il fait? Il n'a pas hacké au sens illégal du terme, c'est-à-dire qu'il a utilisé le smart contract, une faille, une vulnérabilité du smart contract, et lui-même pour détourner cet argent. Lui-même prétendait, et on ne l'a pas contredit sur ce point, qu'il avait fait en toute légalité. Pourquoi? Parce qu'il y avait une faille dans l'écriture du code. Et donc c'est arrivé il y a quelques mois, en juin. Du coup, branle-bas de combat, la communauté à l'origine de cette DAO, donc cette organisation décentralisée autonome, qui s'appelait ainsi et qui avait recueilli 12 millions d'Ethers, s'est mobilisée et a essayé de contrer ce hacking. Alors, ils n'ont pas eu du tout le réflexe de faire appel au droit. Ils ont fait appel à la technique. Et d'autres hackers ont contre-hacké, en quelque sorte, ce hacking en utilisant, en quelque sorte, la même méthode que ce hacker initial pour détourner l'argent qui restait sur ce fonds et qui ne soit pas détourné par ce hacker. Donc, en gros, c'est une parade technique qui a été trouvée contre ce hacking en disant les 7,5 millions qui restent, il ne pourra pas les prendre. Il y a eu d'autres propositions qui ont été faites, de remonter le code, de faire un backup du code avant le hacking pour réinverser la vapeur. Voilà. Et tout ça a suscité des réflexions dans le sens où on s'est dit, mais alors du coup, l'inspiration des smart contracts, c'est de faire sans l'humain, de faire en sorte que le contrat s'exécute automatiquement. Si tout d'un coup, à l'occasion d'un hacking, on remet de l'humain dans la course, ça va à l'encontre même de la fonction des smart contracts et de la blockchain de se passer de l'humain. Et puis, c'est une question de confiance, puisqu'on nous dit que la blockchain, un de ses avantages, c'est la fiabilité, l'immutabilité. On nous dit que ça s'exécute sans l'humain. Mais tout d'un coup, si on apprend que l'humain peut renverser la machine, refaire un backup, c'est une perte de confiance fondamentale dans la blockchain. Et ce qui, moi, m'a alerté, c'est qu'à aucun moment, il a été question de droit. Le droit a été... Alors, on était dans l'urgence et à un problème technique, une attaque de pirate technique, on va dire. On répondait par des contre-feux techniques, mais on ne s'est pas posé la question de savoir si, qui était responsable, puisque, semble-t-il, ce hacker nous disait... Oui, on va peut-être poser la question, d'ailleurs, sur un cas comme ça précis. Donc, on a l'exemple d'une blockchain ou
d'un contrat qui est passé via la blockchain, donc de façon un peu, on va dire, automatisée, et il se réactualise, parce que c'est ça un peu le principe qui est intéressant dans la blockchain, ça serait d'éviter des opérations humaines à certains moments où la réactualisation peut se faire de façon automatique. C'est pour ça, probablement, j'ajoute juste cette petite précision, qu'aujourd'hui, dans tout ce qui est l'univers de la blockchain, une des perspectives les plus évidentes et les plus immédiates, ça serait les assurances, notamment parce qu'il y a des réactualisations qui se font de façon systématique. J'ai mon contrat, j'ai pas d'accident, tiens, je vais avoir une partie de bonus en plus. Et si on fait des contrats comme ça qui sont un peu intelligents, un peu réfléchis, eh bien la blockchain va pouvoir upgrader à chaque fois, réajuster le contrat automatiquement sans qu'il y ait d'intervention humaine. Et après, je pense qu'il faut quand même tempérer. L'idée, c'est pas non plus que tout soit sans humain, sans intervention humaine quand même. Hein. Même si en 2030, on peut avoir ces soupçons-là. Alors, en tout cas, ce que vous soulevez là... Les promoteurs de la blockchain considèrent que le code est la loi et que l'intervention humaine n'est pas enviable dans le processus tel qu'il est aujourd'hui conçu. De façon idéale. Alors, quand même, la question que vous soulevez, Jérôme, c'est... est-ce que le droit court après un peu la technologie et les cas d'école? C'est-à-dire que là, typiquement, ce que vous évoquez en juin, il y a eu ce hacking sur une monnaie, enfin sur un fonds qui s'était créé un peu à l'image du Bitcoin, puisqu'on est dans l'expérimentation de la blockchain. Je pense que les banques également aujourd'hui font des tentatives et intègrent et développent en interne des blockchains, pour des blockchains privées qui sont à destination de leurs clients. On est sur cette expérimentation. Tout d'un coup, on a le cas. On a un hacking. Est-ce que la réponse est technologique en premier, bien sûr. Et si on regarde le droit, est-ce qu'on a quelque chose aujourd'hui dans le droit qui peut gérer cette situation? La question qu'on se pose. Alors, le paradigme, c'est le code fait la loi. Et la loi ne ferait plus le code. Hein. C'est ça qui est revendiqué aujourd'hui. Donc si le code fait la loi, j'ai envie de dire qu'on jette à la poubelle le droit et les juristes aussi, puisque le code informatique fait la loi. Mais d'un autre côté, à la faveur de ce hacking, on peut se poser la question de savoir Parlez bien dans le micro. On peut se poser la question de savoir si on ne doit pas réintroduire du droit dans le code, dans la mesure où le droit... Alors, il y a deux manières, parce qu'il y a aussi une possibilité de considérer que parce qu'il y avait une vulnérabilité dans le code, il fallait rajouter un meilleur code. Et voilà. Il y a eu la proposition de dire qu'il faudrait, pour tout smart contract, le soumettre à des hackers professionnels pour vérifier s'il n'y a pas de faille dans la rédaction du smart contract. Donc, du coup, le hacker deviendrait l'avocat, en quelque sorte, qui garantirait le bon fonctionnement du smart contract. Je rebondis sur ce que vous dites là. On a sur le hub à côté qui présente 12 startups. La compagnie Bounty, excusez-moi, je n'ai pas le nom, la suite. Mais en fait, c'est une plateforme qui met en relation des hackers et des entreprises. Aujourd'hui, c'est un nouveau, on va dire, un nouvel élan qui considère que le hacker n'est pas forcément malveillant. On a bien sûr dans les médias aujourd'hui cette vision du hacker qui vient pirater une base de données à des fins malveillantes. Et aujourd'hui, de plus en plus, on essaie de mobiliser cette communauté de hackers qui sont dans le challenge, de leur dire, voilà, on va vous mettre un challenge en face. Le meilleur, il gagnera de l'argent, c'est-à-dire qu'on va montrer une blockchain, un système informatique interne d'une grande compagnie. On va leur dire, essayez de trouver des vulnérabilités. Si vous en trouvez, vous êtes récompensé, vous êtes payé. Du coup, on est dans un hacking bienveillant qui va dans le bon sens et de trouver des vulnérabilités pour encore renforcer la sécurité. Donc ça, c'est une tendance de fond aujourd'hui. Oui, puis moi, je ne désespère pas que le droit réintègre en quelque sorte cette action humaine qui est la blockchain, puisqu'il faudrait que les codeurs fassent un peu de droit et les juristes un peu de code. Ça permet de réunifier les familles. On pourrait considérer que le smart contract prévoit justement un hacking. Parce que le travail du juriste, et notamment du juriste qui fait du contrat, c'est d'anticiper les problématiques et les failles. Alors, et du coup, peut-être qu'un smart contract devrait prévoir des clauses d'exclusion, des clauses de résiliation, des clauses de retour. Et ça, en effet, c'est peut-être le travail que l'on doit mener entre développeurs et juristes. Et c'est là où, à mon sens, il y a un métier d'avenir qui serait codeur juridique ou juriste codeur.
Oui, et puis même d'associer un peu plus souvent le monde juridique et le monde digital. Voilà, Tout simplement, que les juristes aillent voir un peu dans le concret comment ça se passe, qu'on ait une proximité plus fine entre les deux. Moi, je suis moi-même promoteur d'une plateforme d'arbitrage qui s'appelle Fast Arbitre et qui unit en fait ces différentes familles. On a créé cette plateforme entre des avocats, des magistrats et des ingénieurs informatiques. On commence aujourd'hui à travailler ensemble à du legal design, à la manière de coder d'une procédure juridique. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont en germe aujourd'hui. Qui sont en germe aujourd'hui. Même plus qu'en germe, qui oui, existent. qui sont déjà en action, on va dire. Donc vous pouvez, bien sûr, en faisant le numéro qui s'affiche là sur l'écran là-bas, 06 06 88 44 00, vous pouvez donner votre avis sur qui est responsable. Dans le cas qu'on vient d'évoquer, un hacker qui a trouvé une faille et qui va détourner de l'argent. Est-ce que c'est le hacker? Est-ce que c'est les gens qui, tout d'un coup, ne payeront plus? Ou est-ce que c'est le concepteur de la blockchain? On verra avec vous. Vous pouvez voter. On verra tout à l'heure les résultats du vote et on fera une analyse là-dessus. Lucille, maintenant, je me retourne vers vous. On va évoquer un deuxième cas qui pourrait... et là, c'est du droit social. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, commence un peu à émerger sur le marché. On va évoquer avec vous cette idée toute simple que, quand je vais me faire embaucher, est-ce que mon futur employeur a le droit de me demander un certificat de santé ou des choses assez poussées sur ma santé? Oui, bonjour. Évoquons ce cas. Alors ça m'amuse parce que moi donc je pratique le droit du travail et qui me semble un peu une vieille dame par rapport à toutes ces notions. Pour nous, bêtement, le code, c'est encore le code du travail. C'est pas encore du tout intégré ces notions de 2030. Et quand je me suis promenée dans le salon, c'est vrai que je constate que tout ce qu'on voit aujourd'hui sur ce salon, c'est en fait le fruit finalement de ces failles qui ont été dans le droit au fur et à mesure, et le droit a suivi les failles. C'est ce qu'on disait, est-ce que le droit s'adapte? Eh bien oui, parce que le droit du travail, il est comme tous les droits issu d'une évolution, et chaque évolution technologique lui a fait faire des pas en avant. On part essentiellement de la révolution industrielle. La révolution industrielle fait découvrir des risques nouveaux et des ouvriers qui vont mourir. Et à partir de là, on a des problématiques de sécurité qui vont se développer. Et on a au fur et à mesure des tribunaux qui vont être confrontés à des cas nouveaux parce que c'est des machines nouvelles, parce que c'est des situations nouvelles, et qui vont essayer de trouver des solutions pour ménager au bout du compte une équité. Et tout, effectivement, aujourd'hui, cette logique de protection qu'on voit dans ce salon, c'est le fruit de cette évolution de dire, lorsque on va aller travailler, on n'a pas pour autant à risquer sa vie, à perdre sa vie, à la gagner, comme on dit selon la formule. Sauf qu'effectivement, l'évolution technologique, on a eu la crise des années 80, on a eu la découverte du chômage, on a été sur la question du licenciement économique. On a, avec les NTIC, les nouvelles technologies, découvert des nouvelles façons de travailler, des façons plus virtuelles, le télétravail, la possibilité d'avoir accès effectivement à des données digitalisées, et se sont posé la question de nouveaux rapports qu'il faut intégrer dans le droit du travail. Et aujourd'hui, c'est vrai que je dirais qu'on en est encore loin. Le droit des contrats, il a une logique d'avenir, parce que le droit du contrat, on se demande « et si ?» Quand on écrit un contrat, on se dit « et s'il se passe ça ? Et s'il se passe ça ?» Le droit de la responsabilité, le droit du travail, c'est une logique un peu différente qui est plutôt « et maintenant quoi ?» Et là, on va essayer, plus ça va, plus on intègre l'idée que des droits plus classiques comme le droit du travail, ils peuvent intégrer aussi cette dynamique du droit contractuel, ou cette dynamique de dire arrêtons de courir derrière, on peut peut-être effectivement anticiper et intégrer. Aujourd'hui, en droit du travail, vous posez une question sur des données qui seraient relatives peut-être à la vie privée, oui, qui est cette carte du génome, et de dire est-ce qu'un employeur pourrait venir, pour embaucher quelqu'un, décider ou pas de partir du génome, c'est-à-dire de la lecture de l'ADN de chaque personne, pour
on est en 2030, considérer que l'ADN de telle personne le prédispose à une fragilité musculaire dans les 10 ans à venir et que donc il ne serait pas apte à telle fonction, ou le prédispose à une fragilité morale, etc. Ce serait de cet ordre-là. Alors, je vais juste préciser une chose, oui. Lucille, pour Oui. bien faire comprendre. Aujourd'hui, le décryptage du génome, c'est quelque chose d'actuel. Il y a des sociétés aux États-Unis, on paye, on envoie un morceau d'ADN et ils vont donner une séquence de notre génome. Alors, C'est aujourd'hui, déjà possible. on donne Donc, une séquence, mais les réponses qu'on en tire sont encore... Oui. On est très éloigné de réponses concrètes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en décryptant un génome, je ne peux pas savoir si mon collaborateur sera performant ou pas. Tout à fait, mais disons que c'est Donc, déjà c'est- en marche. Alors en France, on est encore assez protégé là-dessus, mais c'est quelque chose qui arrive, donc qui pourrait, dans les C'est années à venir, évidemment exister. Quoi. des réalités. Encore une fois, la loi El Khomri d'août dernier, on a beaucoup parlé de l'article 2, de l'inversion de la hiérarchie des normes, mais il y a d'autres aspects qui sont passés plus discrets, notamment par exemple l'intégration, la protection, entre guillemets, on parle de Uber, mais la protection des utilisateurs de plateformes. Et ça, c'est une notion qui est très nouvelle en droit du travail et qui est née d'une pratique technique, qui sont ces plateformes qui permettent de mettre à disposition, de faire travailler d'une façon un peu inhabituelle par rapport à nos repères, à nous, travaillistes un peu plus classiques, un employeur, un lien de subordination, un travail. C'est vraiment le lien de subordination était la logique complète du droit du travail. Et cette subordination, aujourd'hui, elle commence un peu à disparaître. Et on entre dans une logique de prestation de service. Et dans cette logique de prestation de service, on contractualise un peu différemment le lien entre le salarié et l'employeur. Ça va être, on va voir quel service on peut rendre. Et c'est vrai qu'on peut imaginer qu'on contractualise un peu de la même manière l'embauche avec on cherche la personne la plus adaptée en fonction des technologies. Aujourd'hui, la question du génome, elle est telle qu'elle est posée. En réalité, notre droit actuel, il pourrait presque y répondre en droit du travail, mais ce serait beauté en touche. Mais si vous voulez, aujourd'hui, lorsqu'on embauche une personne, on a un cadre juridique qui est très clair. On a l'article 1132.1 du Code du travail qui nous dit il y a des critères qu'on n'a pas le droit d'évoquer. Très bien. La santé est un critère qui est exclu, c'est un critère discriminant, au même titre que toute une liste de critères qui sont considérés comme discriminants. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir une offre d'emploi qui dise même « je recrute quelqu'un en bonne santé ». Vous n'avez même pas le droit de dire ça. Donc on est loin de la possibilité d'avoir accès à plus de détails qui serait le génome. Aujourd'hui, le dossier médical, il est évidemment complètement confidentiel. Le seul interlocuteur, c'est le médecin du travail qui peut disposer des données médicales. Mais le Code nous dit aussi, comme souvent pragmatique, comme souvent pour protéger au mieux, nous dit oui, l'état de santé, ça peut être discriminatoire, sauf si effectivement la fonction pour laquelle on recrute la personne présente un risque spécifique, où il y a des données particulières qui pourraient justifier qu'on donne des précisions sur l'état de santé. En voilà une faille, peut-être, du droit. Exploitable, parce qu'après... Exploitable, parce qu'il suffirait... Où est le champ ? Voilà. L'employeur pourrait commencer à prétendre que, en développant des points précis, mais qu'effectivement, sur ce poste-là, tel profil génomique, je ne sais pas comment on appellerait ça, comme il y a eu, on a considéré à une époque qu'il y avait des profils sanguins plus adaptés ou autres, quel profil génomique pourrait effectivement correspondre ? Aujourd'hui, l'outil qui serait utilisé, ce serait effectivement l'aspect de la sécurité. On est là dans un salon qui est consacré. Pourquoi est-ce que ça se développe aussi à ce point ? Parce que la responsabilité des employeurs, elle est énorme à ce titre. On parle d'obligation de sécurité de résultat. Bien sûr. Non seulement il faut faire tout son possible, mais il faut arriver à ce que la sécurité des salariés soit absolue. Et en cas de problème, en cas de faille, en cas d'accident, en cas de difficulté, qui est responsable ? L'employeur. Et derrière, évidemment, les assurances, puisqu'au final, la question va toujours être résolue en termes de, finalement, qui va payer quand il y a un problème. C'est toujours la même problématique. De ce point de vue-là, l'employeur pourrait dire, écoutez, moi, j'assume le risque, donc je me protège de ce risque. Mes assureurs, le cas échéant, m'obligent à faire ces vérifications, parce que sinon, ils ne m'assurent pas. Donc effectivement, l'évolution des techniques, plus ça va avancer, plus la question pourra se poser.
Mais le droit, c'est toujours des grands équilibres. Et il ne faut jamais perdre de vue. On l'a vu avec la blockchain. Et alors là, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que ce n'est pas le droit qui a résolu. C'est en gros, pour éviter que la banque soit cambriolée, on a envoyé des cambrioleurs la cambrioler avant d'autres cambrioleurs, quoi. Parce que c'était la seule réponse. Avant les cambrioleurs. Voilà, on cambriole avant les cambrioleurs parce que légalement, on ne pouvait pas le mettre à l'abri. C'est quand même moralement un peu compliqué. Mais on en est là. C'est-à-dire que n'oublions jamais qu'on a toujours le droit de se souvenir qu'il y a des grands principes et que la technologie ne peut pas dicter les grands principes et les grands équilibres. Et un des grands principes de notre système aujourd'hui, c'est aussi le respect de la vie privée. Et ce grand principe-là, dans toutes les évolutions technologiques d'aujourd'hui, c'est un principe qui est de plus en plus bousculé, de plus en plus banalisé. Je le vois avec les générations plus jeunes et les adolescents. Ils n'ont pas du tout la même conscience que peuvent avoir les précédentes générations. En quoi c'est important les données personnelles ou les données relatives à la vie privée. Et il est même probable... Ça suit aussi un peu cette évolution des réseaux sociaux où on a tout d'un coup, toute sa vie étalée dans le public. Donc la frontière public-privé, elle est en train de s'estomper complètement. Ça. Et du coup, après, ça ne me gêne pas d'avoir... Pourquoi c'est pas gênant que mon dossier médical soit chez l'employeur. Je vois pas ce que ça gêne. Exactement. C'est quand on pose la question aujourd'hui, on la pose en se disant mais ce serait épouvantable. Enfin, il faut faire très attention. Enfin, si d'un seul coup, mon employeur peut avoir accès jusqu'à mon génome, c'est-à-dire la structure même de l'ADN des personnes, que pourrait-il en faire derrière ? Pour une certaine logique, ça paraît vraiment une atteinte maximale à la vie privée. On ne peut pas aller plus loin, en quelque sorte, dans le privé de la personne que d'avoir son ADN en entier. Or, c'est banalisé. Donc, c'est vrai que je ne doute pas qu'à terme, petit à petit, et étape par étape, sous la pression des assurances et de la sécurisation, on puisse banaliser cette question-là. Moi, aujourd'hui, je considère effectivement qu'il faut être vigilant, qu'il faut garder à l'esprit qu'on est toujours sur une proportionnalité. Alors, vous pouvez voter là justement sur cette question, toujours avec le même numéro de téléphone qui s'affiche. Et on regardera en fin de table ronde, on regardera ce que vous avez trouvé et voté et comment vous avez perçu ces questions-là. Alors, merci Lucille pour cet éclairage sur le droit social. Étienne Desoulières, maintenant, on va évoquer... des cas qui peuvent se retrouver d'ailleurs en usine. On va prendre un exemple que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est les voitures autonomes. Mais également, vous pouvez avoir le cas dans une usine avec des robots, ce qu'on pouvait évoquer également. On a une machine qui est autonome, que ce soit une voiture ou un robot qui travaille dans un atelier. Tout d'un coup, il y a un accident. Comment ça se passe? Alors, si on prenait le cas des voitures autonomes, qui vont commencer à se développer sur des aires un peu précises, des campus, il y a un accident, comment ça se passe? On a eu le cas avec Tesla. Parlez-nous un petit peu de ce cas de figure. Bonjour à tous. Oui, l'exemple des voitures autonomes est un exemple très intéressant puisque pour nous tous, le risque que représente la circulation routière est quelque chose d'évident. On se représente tout à fait ce que c'est qu'un piéton qui se fait renverser, ce que c'est que les dommages pour un passager lorsqu'une voiture rentre dans un arbre. Et donc cette question des risques permet d'être visualisée très facilement par la question de la sécurité routière lorsqu'on imagine des voitures qui conduisent toutes seules. Alors, cette réalité de la voiture automatique, de la voiture sans pilote, la voiture qui conduit toute seule, c'est une réalité actuelle. On a déjà Tesla, qui est un constructeur qui a fait parcourir 209 millions de kilomètres à une voiture. On a évidemment Google, qui va probablement s'imposer comme un des principaux acteurs, qui a 70 voitures qui circulent aux États-Unis. Ils prétendent qu'il n'y a jamais eu d'accident causé par ces voitures, mais il y en a déjà eu 11. Il y a PSA en France, qui a fait circuler une voiture de Paris à Bordeaux automatiquement sans aucun pilote, encore une fois. On l'a pas su, ça. Il y a Nutonomy, qui est une société de taxis à Singapour, où c'est le seul endroit au monde, des taxis sans conducteur circulent actuellement. Alors, en termes de risque, les statisticiens envisagent qu'à terme, il y aurait une réduction de 90 à 95% des accidents de la circulation, et le cabinet KPMG envisage que le nombre d'accidents de la circulation devrait chuter de 80% d'ici 2040. Mais d'ici à 2040, on a quand même une certaine temporalité.
comment est-ce que cela va se passer si une voiture automatique percute une mobilette? Quels sont les principes juridiques actuels qui vont permettre de trouver une solution à ce litige? Alors, c'est une peur des assureurs qui voient à terme, évidemment, une possibilité de diminuer les risques d'indemnisation, mais d'ici à ce qu'il y ait un système général de prévention des collisions qui soit intégré dans les algorithmes des voitures automatisées, il y aura ce problème de quels sont les principes juridiques qui doivent être appliqués. Alors, pour répondre à cette question de l'application du droit aux voitures automatisées, je crois qu'il est intéressant de reprendre très rapidement ce qu'ont été les grandes lignes du droit de la responsabilité au travers de l'histoire. Au tout début, on raisonnait au travers d'un paradigme qui était celui de la faute, qui était un paradigme ciblé sur la personne elle-même, sa responsabilité. Et on s'est rendu compte, lorsque les gens sont allés travailler dans les usines, imaginez quelqu'un sur une chaîne d'usine qui fait une faute une fois, qui se fait manger une main par la machine. Eh bien, si on raisonne en termes de faute, on se dit bah oui, c'est la personne qui a fait une faute, elle n'aurait pas dû mettre sa main à cet endroit-là. Et petit à petit, s'est imposé l'idée de la responsabilité en termes de risque. C'est-à-dire que c'est celui pour lequel le risque est pris qui doit assumer la responsabilité. Et ma collègue saura beaucoup mieux vous en parler que moi. Petit à petit, s'est imposée cette obligation de sécurité de l'employeur. Et donc, c'est sur l'employeur et non plus sur le salarié qui met la main dans la machine que pesait la responsabilité de l'accident. Mais petit à petit encore, cette logique du risque a semblé inadaptée, notamment en ce qui concerne les accidents de la circulation. Puisque vous avez un passager qui part sur la route, une voiture l'écrase, évidemment, il a pu ne pas traverser sur le passage piéton, mais finalement, est-ce que c'est normal que ce soit lui qui pâtisse du fait qu'un conducteur a pris une grosse cage de métal qui était capable de l'écraser? Mais ces risques qui étaient créés par les accidents de la circulation ne l'étaient plus par une seule personne, l'employeur, mais par une multitude de personnes. Et c'est comme cela que s'est imposée la logique de la socialisation des risques, c'est-à-dire finalement une logique d'assurance. On impose à chacun des conducteurs de s'assurer, et c'est l'assurance globale au niveau social qui va prendre en charge ces risques qui se présentent sur la voie routière. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit que cette logique est poussée tellement fort que si un cycliste rentre dans une voiture qui est stationnée, eh bien c'est l'assurance de la voiture stationnée qui doit payer les dommages corporels du cycliste. Et on arrive aujourd'hui à peut-être au bout de cette logique-là, puisque lorsque on parle de voitures automatisées, on parle de voitures sans conducteur. Dans la logique actuelle de socialisation du risque par l'assurance, il y a encore quelque chose qui reste de la faute et qui est appréhendé sous la forme du malus. Lorsqu'on a un accident, on a un malus. Lorsqu'on n'a pas d'accident, on a un bonus. Et finalement, cela va se ressentir en termes de valeur qu'on aura à verser à son assurance, de montant de la prime d'assurance. A priori, petit à petit, avec cette logique où ce n'est même plus la personne qui va conduire sa voiture, mais un logiciel avec un algorithme qui va permettre de prendre des décisions à sa place, eh bien, ce ne sera peut-être même plus la personne elle-même qui sera tenue de s'assurer, mais la personne qui aura développer cet algorithme. Et donc, on passera d'une logique de socialisation au travers d'une assurance individuelle par une logique de socialisation des risques par l'intermédiaire d'une assurance collective. Et à mon avis, c'est assez souhaitable puisque, évidemment, ce serait étonnant de faire supporter un malus à une personne qui est restée assise dans sa voiture sans prendre aucune décision. Alors, je crois que, et comme l'a indiqué Jérôme tout à l'heure, cette histoire de voiture automatique permet d'ouvrir la pensée juridico-technique encore un petit peu plus loin. Il faut voir une hypothèse où une voiture automatique est face à un risque. Soit elle rentre dans une poussette, soit elle rentre
dans une vieille dame, c'est inévitable, elle doit choisir l'une de ces deux hypothèses. Bon, vous avez déjà, en fait, aux États-Unis, c'est une pensée qui est déjà assez développée. En partenariat avec le MIT, un site internet a été ouvert où vous pouvez, vous, en tant que simple particulier, vous rendre dessus. Ce site s'appelle moralmachine.mit.edu. Vous vous rendez dessus et vous prenez un certain nombre de décisions en fonction des risques qui se proposent. Eh bien, là, on a un certain nombre de situations où c'est plus une personne humaine, c'est un algorithme qui va devoir prendre les décisions d'action à la place de la personne humaine. Mais ça, c'est quelque chose de très intéressant, puisque finalement, les limites du comportement social d'une machine ne seront plus tracées par le droit pénal, comme c'est le cas actuellement. Lorsque vous êtes dans la rue, vous n'allez pas casser la gueule au premier passant. C'est le droit pénal qui va tracer les limites du comportement qui sera le vôtre. Eh bien, lorsqu'on pense que ce sont des algorithmes qui vont dicter l'action de ces voitures, ce sera une machine, un logiciel qui va tracer les limites de votre action. Et finalement, on a là encore un exemple avec les smart contracts où le code va remplacer le droit. C'est quelque chose qui sera encodé, qui va remplacer les limites de l'interaction sociale. Est-ce que, alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va remplacer ou est-ce que ça va se développer en parallèle, c'est-à-dire que le droit va intégrer la décision, le pouvoir décisionnel de la machine, ce qu'on pourrait avoir comme cas dans un atelier, par exemple. Tout à fait, mais c'est plutôt le code informatique qui va intégrer le droit. Qui va intégrer le droit, qui va l'interpréter à un moment donné. Tout à fait. Et c'est donc plus en amont, comme dans les smart contracts, que le juriste aura à intervenir pour travailler avec les programmateurs pour que le droit soit encodé avec tous les problèmes que cela pose. Mais et j'aimerais encore aller un petit peu plus loin, puisque avec ce tribunal en ligne, ce centre d'arbitrage qui s'appelle Fast Arbitre, que nous avons créé avec Jérôme, des magistrats et des développeurs, nous avons encore un exemple où le droit lui-même, et là c'est le droit de la procédure civile, est remplacé par un code informatique. Lorsque vous allez devant un tribunal classique, le tribunal de grande instance aujourd'hui, vous devez faire une assignation, vous devez faire appel à un huissier, vous devez avoir des relations avec les greffiers, vous devez produire des pièces au format papier, vous devez aller devant le juge. Eh bien, toute cette procédure civile et cette interaction avec les différentes professions judiciaires est remplacée par un logiciel. Et donc, une des promesses que nous faisions, c'était, avec ce centre d'arbitrage, de remplacer le code de procédure civile par un logiciel librement accessible en ligne, où ce sera non plus le droit de la procédure civile, mais l'architecture de la plateforme qui va guider le comportement des utilisateurs. Et alors, on peut avoir cette interaction de plus en plus entre code technologique et programmation et justice. On le retrouvera peut-être sur des cas assez simples. Probablement, on peut limiter la procédure sur des cas assez simples. Après, je pense qu'il y a quand même toujours besoin de l'évaluation humaine, mais sur des procédures très simples, on peut avoir un processus qui est technologiquement développé et qui va suivre Tout à fait. Dans l'idée de la prise en charge finalement des risques judiciaires par une plateforme dématérialisée, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est la modélisation d'un certain nombre de litiges pour que lorsque le litige arrive dans les mains du juge, celui-ci soit largement instruit pour que le juge puisse prendre facilement sa décision. Donc il y aura toujours une personne au bout, mais en discutant avec des entrepreneurs de la legal tech, c'est-à-dire des entrepreneurs, des gens qui allient la technologie et le droit pour proposer des nouveaux services, il y a cette possibilité d'avoir des algorithmes qui proposent une prédictibilité juridique. C'est-à-dire qu'à partir de l'analyse en masse d'un certain nombre de litiges qui présentent les mêmes caractéristiques que celui qui est soumis à l'arbitre, eh bien, le logiciel donnera les grandes tendances, ce qui permettra, encore une fois, à l'arbitre de prendre sa décision en étant éclairé par le logiciel. Mais encore à ce stade, il est très difficile d'envisager qu'une décision de justice soit prise par un ordinateur sans que ce soit, in fine, un humain qui tranche la question. Je vous remercie. Mais c'est de l'aide à la décision.
En tout cas, cette version, enfin, l'aide à la décision, c'est quelque chose de très important dans l'intelligence artificielle. On aura l'occasion de l'évoquer, notamment avec la solution Watson, qui est développée par IBM, qui concerne directement la sécurité dans la police. Est-ce qu'on pourrait voir, Adrien, peut-être le résultat des votes ou des questions qu'on vous a posées là depuis tout à l'heure pour refaire un petit tour de table et commenter ces différents cas qu'on vient d'évoquer. On avait en première question, si un hacker découvre la blockchain, oui, alors je vois Adrien. Est-ce qu'on peut, on continue à voter, c'est ça encore un peu? On continue à voter? Alors, comment? On peut revoter, alors on peut revoter en direct. On va vous reposer en fait les 3 questions qu'on a évoquées depuis tout à l'heure. On avait ce premier cas de figure, tiens, dans l'élaboration d'une blockchain, il y a un hacker qui vient détourner les données et pirater cette blockchain. Qui est responsable? Est-ce que c'est le hacker? Est-ce que c'est les gens qui ne paieront plus leur contrat, ou est-ce que c'est l'assureur ou l'éditeur de cette blockchain? Voilà, on avait ce premier cas de figure. On va pouvoir voir donc qui est responsable, le hacker, les retraités, le concepteur de la blockchain. Est-ce qu'on a les résultats, alors, Adrien, des votes qu'on a eus tout à l'heure sur le numéro? Est-ce qu'avant d'avoir les résultats, Oui. je voulais juste rebondir sur... c'est toujours une logique qui m'intéresse, c'est de voir... il y a toujours des acteurs de la société civile très confiants dans l'avenir et dans le développement des techniques, et il y a toujours ceux qui sont très méfiants de l'avenir et des techniques, et parce qu'ils se disent, à chaque fois on sait que ça génère des risques. Et c'est toujours l'équilibre entre les deux qui va faire avancer les choses et au final faire évoluer dans le bon sens l'équilibre général. Et je pense que quand vous demandiez si effectivement les algorithmes peuvent tout anticiper, notamment sur ces voitures, en dépit de toutes les simulations... Il faut bien parler en dépit de toutes les simulations qui seront faites en amont, et même si on vous pose à tous des questions sur les choix moraux qui se présenteront, etc., il est évident, de ce que l'expérience m'apprend, que la réalité dépassera toujours les prédictions à un moment ou un autre. On rencontrera toujours sur le chemin de la technique des situations inédites. Et ce qui est intéressant, c'est toujours, à mon sens, ce moment où comment on réagit et comment on s'adapte à ces inédits. À une nouvelle, exactement, à de l'imprévu. Donc on a en fait les résultats qui s'affichent. Eh bien, en fait, c'est le hacker qui est tenu pour responsable, heureusement, mais il y a quand même le concepteur de la blockchain et les retraités qui ne payent pas le loyer. Donc ça montre quand même que, globalement, sur un cas... Alors, que dit la loi aujourd'hui? Le hacker, c'est légal ce qu'il a fait? Alors, voilà. Donc, voilà, donc je vais commenter. Le hacker, il prétend qu'il a fait les choses légalement. Il n'a pas détourné le code. Il n'a fait que réinterpréter un code. Hein. Donc, semble-t-il, selon lui, et semble-t-il aussi, selon les concepteurs de la blockchain, il était dans la légalité. Enfin, au sens où, dans la légalité, c'est pas vraiment le terme, mais enfin, en tout cas, dans le respect du code. Voilà. Et donc, concrètement, sur ce cas, la loi aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dirait? Ce serait qui le responsable aujourd'hui? Le concepteur de la blockchain? Alors, moi, j'ai envie de dire... Alors, le concepteur de la blockchain, non, parce que c'est comme les marchands de couteaux. Est-ce que les marchands de couteaux sont responsables de l'assassin qui a utilisé le couteau pour tuer la personne? C'est pas la même chose. Oui, si, c'est la même chose, parce que le concepteur de la blockchain a prévu l'outil, mais il n'a pas prévu la faille dans la programmation. On pourrait lui reprocher ça. Est-ce que, normalement, il devrait être garant de l'invulnérabilité de sa blockchain? Les concepteurs d'Ethereum ont considéré qu'il n'était pas responsable et même ont prétendu qu'il fallait que la DAO qui était mal codée suive son cours et puisse être vidée de son argent, puisque, en tout cas, c'était plus un problème lié au code, au concepteur de la DAO, que à la blockchain elle-même. Un concepteur qui viendrait dire je fais un coffre-fort inviolable et finalement il y a une faille dans le coffre-fort et on peut le violer, moi il me semble quand même que... Oui, tu es sur cette conception de la responsabilité sociale. Voilà. Oui, mais le parallèle est juste. Le parallèle est juste. À partir du moment où je dis tiens, ma blockchain elle est entièrement sécurisée, on peut pas il y a quand même une responsabilité du fabricant. Aujourd'hui un coffre-fort, si tout d'un coup il peut s'ouvrir facilement, on en a vu des fabricants ici, on peut se retourner contre lui, il peut avoir
avoir quand même une part de responsabilité. Mais notre interrogation vient de ces différentes conceptions de responsabilité. Il y aurait une responsabilité sociale ou alors une responsabilité individuelle, parce qu'au bout du compte, qui a mal codé? C'est le codeur. Donc on pourrait considérer que ce sont les concepteurs de cette DAO qui ont commis une faute. Bon. Voilà. Hein, donc, mais qui sont les victimes dans ce... alors, qui sont les victimes? Eux-mêmes, ceux qui ont eux-mêmes accepté ce code sans le vérifier peut-être. Hein, voilà. On va voir la deuxième question. Si Adrien, je ne sais pas si on a eu des votes sur la deuxième question. Il y a une réaction du public. Réaction du public, vous avez une question? Oui, monsieur. On va peut-être donner un micro à la salle. Tac, je vous donne le mien. Ou si vous... Hop, bon allez hop. Je viens vous voir. Le hacker, en détournant l'argent, il savait très bien qu'il détournait de l'argent qui n'était pas le sien. Alors exactement, vous avez tout à fait raison. Par rapport au droit, normalement, il est en train de faire... Même si je laisse mon argent dans la rue, personne ne peut le prendre normalement. Là, vous êtes sur quelque chose d'éthique et de morale. C'est la morale. C'est la morale. Non, mais la morale, parfois, ne se confond pas avec le droit. Voilà. Je pense mais je comprends d'un point de vue moral que l'intention compte dans le droit. Voilà. Vous avez tout à fait raison, mais c'est une vision de la chose. L'intention compte dans le droit, mais c'est toujours la question de quand il y a des nouvelles législations qui n'ont pas tout prévu, il y a toujours des petits malins qui se glissent dans les interstices et on ne peut pas leur reprocher. C'est-à-dire que moralement, on peut leur reprocher parce que c'est pas bien d'un point de vue moral que chacun on peut ressentir. Juridiquement, dès lors qu'ils n'ont pas fait quelque chose d'interdit, on ne peut pas le reprocher, on ne peut pas les atteindre. Et c'est ça qui est parfois perturbant, et ça arrive dans tous les domaines du droit. On a des situations qui, parfois, d'un point de vue humain, peuvent être choquantes. Pourtant, le droit considère qu'elles respectent l'état du droit. Donc, au droit de s'adapter, évidemment, hein, pour éviter que ça se reproduise. Question comme ça tout à fait personnelle, est-ce que le droit justement évolue comme la technologie? C'est des petites briques, il y a une loi au début centrale, puis après on l'ajuste en fonction des cas de figure, on dit tiens on va mettre un pare-feu ici, parce qu'on se rend compte que telle situation qui n'était pas prévue vraiment, qui était mal définie, hop on va rajouter des petits alinéas. La loi se construit comme ça, non? Oui, elle se construit comme ça ou par grande réforme, on annule et on remplace. Voilà, ou alors après on enlève carrément la loi, on la refait. Encore une fois, les surchaussures de sécurité que vous voyez là, elles sont venues d'un cas d'espèce qui s'est passé parce qu'une personne n'avait pas le temps d'enlever et de remettre des chaussures de chantier et qu'il a eu le pied brisé. Et qu'à partir de là, la technologie a évolué, le droit a évolué. On est rendu obligatoire. Alors, on avait une deuxième question là tout à l'heure, c'était lors du recrutement, est-ce que l'entreprise peut exiger le décryptage du génome des candidats? Vous pouvez également, vous avez réagi peut-être sur cette question et vous pouvez toujours le faire. Donc là, légal ou non, en attendant de voir les résultats du sondage, Lucille, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez clairement exprimé qu'aujourd'hui, ce n'est pas légal? Aujourd'hui, tel que c'est écrit, ce ne serait pas légal. Voilà. Mais la faille, l'exception qui est prévue au code pourrait être utilisée par un employeur. Est-ce que vous avez eu des cas, par exemple, quand vous parliez tout à l'heure, vous évoquiez ça, une certaine partie du travail nécessite la bonne santé, j'ai besoin de manutentionnaire, est-ce que je peux avoir justement un gars, je suis sûr qu'il n'a pas eu de problème de dos, de machin, qu'il est très musclé, qu'il fait du sport, etc. Est-ce que je peux le demander? On parle de ça alors que l'évolution de la loi fait que désormais, à partir du 1er janvier, la visite médicale d'embauche d'aptitude ne sera plus obligatoire, donc c'est vrai que c'est un peu contradictoire, mais on a toujours évidemment cette logique de l'aptitude au travail. Donc dès lors qu'on est sur des situations qui présentent des risques particuliers, on a évidemment des employeurs qui ont l'obligation de s'en préoccuper. Hein. Mais ça passe aujourd'hui par le médecin du travail. Et c'est le médecin du travail qui diagnostique. Ce n'est pas l'employeur qui va avoir le dossier médical. Absolument. Parce que je pensais tout d'un coup dans les professions comme l'aérien, comme les centrales nucléaires, comme des gens, ils sont soumis à des contrôles médicaux réguliers. Heureusement, bien entendu. Mais c'est le médecin qui dit apte ou pas apte. Et l'employeur n'a pas à savoir pour quelle raison précise. D'accord. Est-ce que, Adrien, est-ce qu'on a les résultats de comment on a réagi sur cette question de la légalité du décryptage du génome des candidats pour l'entreprise lors du recrutement? On va avoir, ça s'affiche. Oui, non. Non. Bon, bah, c'est quand même, on est encore dans on va dire dans une certaine logique aujourd'hui. Bon, c'est pas demain la veille qu'on aura le droit de décrypter ça. On avait cette troisième question et on pourra peut-être évoquer, Étienne, très rapidement, faire un parallèle avec les robots. On avait les voitures
en cas d'accident, qui est responsable? Alors on a parlé des voitures autonomes. Effectivement, la problématique se pose dans les ateliers sur toute la robotique, hein, qui est aujourd'hui en plein développement. Demain, donc une machine, vous avez bien aussi retracé cette évolution du risque. L'entreprise a un devoir de vraiment sécuriser complètement l'environnement de travail aujourd'hui. Alors demain, on a un robot qui déclenche un accident. Qui est responsable? C'est le constructeur du robot ou le salarié ou l'entreprise? Ça serait quoi aujourd'hui la réponse à cette question, en attendant d'avoir les résultats sur ce qu'on vous a... Alors la tout à l'heure réponse sur les voitures. aujourd'hui, elle est tout à fait claire. C'est la loi de 1985 sur la sécurité routière qui va s'appliquer. C'est donc forcément le propriétaire du véhicule qui, par l'intermédiaire de son assurance, va indemniser le dommage subi par la victime de l'accident. D'accord, ça c'est en ce qui concerne les voitures. Si on se décale après dans le monde de l'entreprise, qui concerne ici les acteurs du salon, quand on est dans l'entreprise, est-ce que sur un robot qui va avoir un dysfonctionnement et qui va déclencher un accident, qui va être responsable? Alors c'est l'entreprise ou c'est le constructeur du robot? Alors, en fait, on va envisager une chaîne de responsabilité. Si le robot cause un dommage au salarié, en vertu du principe de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, l'employeur va être responsable vis-à-vis du salarié et ce dommage sera très certainement pris en charge par l'assurance de l'employeur. Ensuite, l'employeur lui-même, s'il a acheté une machine qu'il considère comme ne fonctionnant pas correctement, c'est-à-dire une machine pour laquelle un risque se sera réalisé, alors cet employeur pourra se retourner contre le constructeur. Et là, on retombe sur la même question du risque technologique. Qui prend le risque technologique? Est-ce que c'est la personne qui propose un nouveau produit sur le marché, ou est-ce que c'est la personne qui va être consommateur de ce nouveau produit, tout en sachant qu'évidemment, comme elle est nouvelle, certains risques risquent de se réaliser? C'est une question qui n'est pas tranchée, mais comme on est en droit des affaires, on est entre un employeur qui a une société et une autre société qui vend un produit technologique, eh bien, cette question de sur qui pèse le risque peut être tranchée par le contrat de vente du matériel technologique lui-même. Alors que, évidemment, dans un contrat de travail, on ne pourra pas répartir le risque. C'est toujours l'employeur qui sera responsable. Alors, avec ce bémol, parce que si on pense robot au sens intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, on pense robot comme une machine très sophistiquée, effectivement, ce serait dans le classique. Si c'est une intelligence artificielle qui devient douée ou dotée d'une certaine autonomie de décision, on a, en matière de sécurité, le principe que l'employeur peut déléguer. Il peut déléguer son obligation de vérification et de respect des normes. Et s'il démontre qu'il a délégué à un collaborateur qui a bien un texte clair et net et que le collaborateur en question est devenu en charge de ces questions-là, alors à ce moment-là, l'employeur il est libéré de son obligation et c'est le délégataire qui l'assume. Imaginons que ce robot se soit vu chargé des questions de sécurité avec une délégation en bonne et due forme. Là, les questions pourront commencer à se poser, parce que si l'accident cause effectivement un décès ou une problématique, alors c'est vrai que s'il y a un décès aujourd'hui, la loi Perben met quand même la responsabilité sur l'employeur, effectivement, mais si on a des risques intermédiaires, on peut quand même, l'employeur pourrait, et ce serait en réalité les assurances qui feraient un débat entre eux, l'assurance de l'employeur pourrait dire, mais moi j'ai délégué cette responsabilité au robot. Et l'assureur du robot pourrait dire, mais moi, ma machine fonctionne très bien. On m'a demandé une machine dotée d'une intelligence évolutive. Donc, à partir de là, elle a pris son autonomie. Il n'y a pas eu de dysfonctionnement. Ma machine, elle est conforme à ce qu'on attendait d'elle. Elle a pris des décisions. Donc, je ne suis pas en faute. Et on se retrouverait avec une victime et le risque d'avoir une victime qui ne soit pas indemnisée. Donc, c'est vrai que l'intelligence artificielle remue un peu les frontières. Ah, bien sûr. Donc, on voit que vous allez avoir quand même beaucoup de travail dans les années à venir en termes de juristes. Ça va être un schéma qui va se répartir, qui va s'éclater beaucoup et qui va peut-être se morceler un petit peu. Donc, dans la série d'accidents de voitures autonomes, on avait ce résultat qui correspondait un petit peu. Donc, la voiture, la personne qui est dans la voiture qui est responsable par rapport au constructeur. On peut avoir l'occasion maintenant de prolonger. Est-ce que vous avez une autre question parmi le public? Est-ce que vous aimeriez profiter de la présence de nos trois intervenants pour poser une question juridique sur un cas de figure que vous avez aujourd'hui? Pas forcément.
Bon, moi j'aurais peut-être une dernière précision. Le tribunal en ligne, là, on peut finir là-dessus, vous avez expérimenté ça. Ça permet par exemple de régler des problèmes assez légers entre des entreprises et on ne ferait pas forcément la démarche dans la vraie vie, mais quand le tribunal en ligne existera, on aura peut-être un accès plus simple à la justice. C'est ça que vous proposez ? Oui, on Quelques est mots vraiment là-dessus. sur l'accès au droit. Une grande partie du public, des particuliers et des entrepreneurs, petits et Des moyennes PME, bien entreprises, sûr. n'ont pas accès au tribunal de façon satisfaisante. Pourquoi? Parce que le tribunal, dans l'idée générale, et c'est vrai que c'est en réalité très, très vrai, c'est cher, c'est long, et puis on ne comprend pas grand-chose. Bon, nous, notre promesse, c'est que ça soit une décision, donc qu'on soit rendue donc, de façon beaucoup plus courte, que les gens comprennent ce qu'ils font et comprennent la décision, et que ça soit en effet un nouvel usage dématérialisé. Voilà. En mettant en place tout ça, on arrive à quelque chose que je pense satisfaisant, qui certes peut s'adapter à des contentieux de masse, mais devrait aussi, à mon sens, changer aussi la perception de la justice par les justiciables. Et il y a peut-être une meilleure compréhension des process et des différentes étapes à travers un site ou une plateforme sur laquelle je vais évoluer, je vais voir concrètement les différentes étapes, que quand je donne mon dossier à quelqu'un qui s'occupe de tout et je ne comprends rien Il y a une à la procédure. réappropriation du litige par la personne qui l'a pu concerner. Et il y a surtout ce que disait Étienne, on a tenté et on a en partie réussi de transformer la procédure en langage naturel. Voilà. Et En langage pas juridique en fait, en langage quotidien. Exactement. Mais ça c'est un grand C'est-à-dire pas que parce que on remet l'usager au sens de la promesse, de la valeur. Voilà. Aujourd'hui, quand vous allez devant un tribunal, je ne sais pas si dans la salle quelqu'un a eu cette expérience, heureuse ou douloureuse, je ne sais pas, mais en tout cas, on est loin du juge. On est dans des tribunaux, il faut aller chercher des salles d'audience loin derrière les couloirs. On ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas le jargon, on ne comprend pas son avocat, on ne comprend pas le juge, on ne comprend rien. Voilà. Il faut que ça change. Bon, eh ben écoutez, le rendez-vous est pris, on sait où ça va changer, où on a les contacts là qui s'affichent. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette table ronde, de nous avoir éclairé un peu sur ces éléments prospectifs. Merci à vous tous d'avoir assisté à cette conférence.